On peut mettre un petit peu de son. Voilà, ça y est. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce 8e symposium donc organisé par Isaka Afai. Et merci également à vous de vous être connectés et à vous de vous être déplacés en ce jour de grève un petit peu compliqué quand même pour se déplacer. Le dernier rendez-vous remonte à il y a 2 ans maintenant, au 26 novembre 2020, qui s'était déroulé dans des conditions uniquement de distanciel pour les raisons que vous connaissez. L'objet à ce moment-là était de parler de la transition numérique et de l'intelligence artificielle, alors des sujets qui sont toujours d'actualité, mais cette fois-ci, il est question de s'intéresser au cloud. Alors le cloud, c'est pas nouveau, ça remonte à il y a quelques temps maintenant. Par contre, son essor, son développement, sa démocratisation, presque sa généralisation, c'est récent, ça remonte à il y a quelques années. Et au vu des échanges, de l'actualité, des débats qu'on peut entendre, se poser cette question de se dire est-ce que le 100% cloud arrivera un jour? Et cette prédiction du 100% en 2030, est-ce un mythe ou une réalité? Donc, en ouverture, c'est Virginie Cuvillier, secrétaire générale de l'association Isaka Afai et associée du cabinet RSM France, qui va faire l'ouverture. Ensuite, Benoît Queuret, président de l'autorité de la concurrence, nous parlera du marché européen du cloud computing. Et Toufik Artani, qui est partenaire EY Consulting, nous présentera en avant-première une synthèse des résultats de l'étude Baromètre Cloud Value, qui a été menée par EY, donc fin 2022, et qui dresse le bilan et les perspectives du cloud en France. Ensuite, à 15h, deux tables rondes pour aborder dans un premier temps la question de la souveraineté des données, de voir un petit peu les enjeux commerciaux qui sont autour du cloud computing, et dans une deuxième table ronde, voir les usages, la mise en commun des bonnes pratiques. Voilà. Le symposium prendra fin et sera clôturé par Vincent Manière, qui nous fera un petit discours et qui est le président de l'Isaka Afai. Donc, pour démarrer, tout de suite, accueillons Virginie Cuvillier. Eh bien, c'est pas Virginie. Ça sera Vincent Manière tout de suite. Vincent Manière tout de suite. Eh bien, Vincent, on vous écoute. Un micro, c'est là. Ou alors... Non, ça marche pas. Est-ce que vous m'entendez ? Bon, donc, effectivement, vous l'aurez noté. Donc, je suis Vincent Manière, je suis président de l'association. Je vais remplacer Virginie un peu au pied levé, là, au débeauté. Tout d'abord, bienvenue. Merci d'être présent ou connecté, d'avoir marqué de l'intérêt pour ce symposium qu'on espère riche et qu'on a pris beaucoup de plaisir à préparer, pour lesquels on a beaucoup d'intervenants et je pense qu'on a des sujets, on va avoir beaucoup d'échanges, de choses intéressantes qui vont sortir de cet après-midi. Et donc je pense que c'est un grand privilège, en tout cas pour nous, d'organiser ce symposium. Quelques mots sur l'association pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Donc l'Isaka Afai, c'est le chapitre français d'une association internationale qui s'appelle l'Isaka. L'Isaka, c'est 185 pays, 150 000 personnes à peu près dans le monde. Le motto est de l'Isaka et de l'association française, c'est le digital de confiance. Digital Trust pour nos amis américains. Et donc en fait, nous, on essaye d'œuvrer, alors avec l'Isaka, mais aussi localement, sur pousser des idées, faire avancer ces problématiques de confiance dans le numérique, avec différentes activités, de la formation, du travail sur du contenu, de la production de contenu, de référentiels, etc., dans des groupes de travail, et puis des conférences, comme le symposium aujourd'hui, des choses qu'on fait aussi de façon plus récurrente, que sont les jeudis de la faille, de l'Isaka Afai, sur différentes problématiques qui changent régulièrement, puisqu'effectivement, le sujet qu'on avait traité il y a 2 ans, c'était l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, le cloud. On a plein de sujets, en fait, sur les problématiques du numérique, et donc on ne s'ennuie pas, et on a vraiment des périmètres variés et différents à toujours explorer. Désolé d'avoir remplacé Virginie. En tout cas, je vous souhaite une bonne après-midi et j'en suis sûr qu'on aura de très beaux échanges. Merci beaucoup, Vincent. Effectivement, dans le numérique, on ne s'ennuie pas du tout et je pense que l'autorité de la concurrence, on ne s'ennuie pas non plus. Vincent Queuret, si vous voulez bien Benoît. Pardon. Oh là là. Excusez-moi, j'ai les prénoms qui se mélangent. Benoît. Me rejoindre. Donc vous êtes le président de l'autorité de la concurrence depuis janvier 2022. Vous avez, je l'ai sous les yeux, un parcours
bien riche avant d'avoir rejoint l'autorité. Peut-être nous dire en quelques mots, effectivement, ce qui s'est passé avant 2022. Alors avant 2022, d'abord merci pour votre invitation et pour cette occasion de dialoguer à un moment où la question du cloud est importante pour l'autorité de la concurrence, et je vais évidemment en dire un mot dans une seconde. Pour répondre à votre question, j'ai un parcours qui m'a amené progressivement à me rapprocher des sujets dont on parle aujourd'hui, puisque j'ai eu, notamment à la Banque Centrale Européenne, j'ai été pendant un certain temps responsable au directoire des systèmes d'information. Donc j'ai eu à vivre des expériences qui, je pense, sont partagées dans cette salle de basculement de gros systèmes, de cœur de métier, en l'occurrence les systèmes de marché, remise en concurrence, choix d'un autre prestataire. J'ai pu mesurer à quel point c'était important mais pénible, juridiquement, techniquement, financièrement, etc. Et puis à la Banque Centrale Européenne, j'ai aussi été en charge de la surveillance et de la régulation des infrastructures de marché, donc les systèmes de règlement livraison, les systèmes de paiement. Et j'ai présidé à Bâle le comité international qui écrit les standards mondiaux en matière d'infrastructures de marché, ce qui m'a nécessairement amené à regarder de plus en plus près le progrès technologique dans ce domaine, et notamment la manière dont les infrastructures de marché s'adaptaient à la finance décentralisée et au blockchain et à l'irruption des crypto-monnaies. Et je suis ensuite passé à la phase pratique à la Banque des règlements internationaux avant de revenir à Paris, où j'ai fondé un laboratoire d'innovation, le Innovation Hub, qui est distribué entre Hong Kong, Singapour, la Suisse, Londres, Stockholm et bientôt Paris et Francfort, avec des équipes qui produisent des prototypes qui intéressent les banques centrales dans des domaines dont on ne va pas parler aujourd'hui, mais dans un cloud, dans un environnement cloud, d'une grande entreprise américaine qui vend aussi des outils collaboratifs. Et donc j'ai pu mesurer du côté de l'utilisateur le type d'incitation que ça crée pour les développeurs, pour les utilisateurs, etc. Voilà. Donc maintenant, comme vous l'avez dit, depuis un an, je préside l'autorité de la concurrence. D'accord. Bon, effectivement, un parcours qui vous amène tout droit à avoir une légitimité complète à superviser en tout cas toutes ces questions qui sont, comme je le disais, pleines de mouvements, parfois un petit peu d'agitation. Peut-être nous dire, au-delà juste de votre avis sur le cloud, en quoi ou comment l'autorité est active sur le cloud? Alors les questions de la structuration du marché du cloud est maintenant vraiment au cœur des préoccupations des autorités de concurrence en Europe. Pourquoi ? Pour des raisons que vous connaissez mieux que moi dans cette salle, parce que le cloud est devenu un instrument structurant, un instrument de transformation de l'industrie française, de l'économie française. La France était plutôt en retard en termes d'adoption du cloud, donc maintenant le rattrapage est rapide. On voit des secteurs entiers qui basculent, la finance, les administrations. On voit des basculements d'architecture informatique, les containers, l'edge computing. C'est rapide et ça pose des questions, d'une part, de capacité des acteurs, donc des entreprises, à basculer et donc à faire leur choix en termes d'adoption de services de cloud et de choix du partenaire, du prestataire. Et ça pose des questions de structuration à plus long terme du marché, d'autant que le marché, comme on le sait, est aujourd'hui très dominé par un tout petit nombre d'hyperscalers américains qui ont donc un pouvoir de marché très important. Donc tout le monde regarde ça en Europe dans la communauté des autorités de concurrence. La Commission européenne a été saisie d'une plainte contre Microsoft. Je ne vais pas en parler puisque c'est à la Commission d'en parler, mais le fait qu'il y ait une plainte est public sur la manière dont Microsoft utiliserait ces offres, notamment de logiciels collaboratifs, pour créer un écosystème capturant ses clients. Je ne porte pas de jugement là-dessus. Je ne fais que rapporter ce que j'entends à Bruxelles. L'autorité néerlandaise de concurrence, l'ACM, a publié en septembre une étude très intéressante sur les services de cloud, avec un certain nombre de recommandations pour la rédaction du Data Act. Et nous-mêmes, à Paris, on s'est auto-saisi en janvier de l'an dernier, donc il y a un an maintenant, d'un avis sur le cloud, qui est maintenant donc en phase très avancée, qui sera publié certainement avant l'été. Je ne donne pas de date, mais voilà, disons à la fin du printemps. Qui
Vous savez que les autorités de concurrence ont trois sortes d'instruments à leur disposition. On a une fonction répressive, donc on condamne des comportements anticoncurrentiels. On fait le contrôle des concentrations qui peut aussi être pertinent pour notre discussion, pas en ce moment, mais ça peut venir. Et c'est aussi une manière d'intervenir, d'éviter la formation de pouvoirs de marché trop importants en amont. Et on a une fonction de veille, une fonction consultative, qui est ce dont on parle maintenant, qui consiste à intervenir sur des secteurs dont on pense qu'ils sont clés, ou qui sont en structuration, ou qui sont particulièrement problématiques. Et on a une tradition de ce type d'avis. Il n'y a pas d'action directe répressive derrière, mais ça nous permet de clarifier notre pensée, et puis aussi d'alerter l'opinion publique, et le gouvernement et le Parlement sur un certain nombre de problèmes possibles. Donc qu'est-ce qu'on regarde ? Alors, cette étude, elle a été lancée en janvier 2022. Il y a eu une consultation publique, et je sais que beaucoup d'entre vous y ont répondu, et je vous en remercie, en juillet dernier. Le texte de la consultation publique faisait 38 pages, ce qui est inhabituel pour nous, ce qui montre aussi la complexité des questions qu'on se pose. Et les questions qu'on se pose, elles portent factuellement sur la dynamique du secteur, sur le rôle des contraintes, par exemple sectorielles, réglementaires sectorielles. En quoi est-ce que la réglementation des données de santé, le SecNum Cloud, voilà, des réglementations qui structurent certains aspects de l'offre vont contribuer à organiser le marché. La répartition évidemment entre services de base de cloud, hein, entre IaaS, PaaS et SaaS, et ce que, dans notre langage, on traduit par est-ce que ce sont des marchés différents ou non ? Donc je ne répondrai pas aujourd'hui, puisque l'avis n'est pas publié, mais c'est les questions qu'on se pose. Cloud privé, cloud public, et des choses comme ça. Donc ça, c'est la description du marché. Ensuite, on s'intéresse à un certain nombre de pratiques des acteurs, et notamment des hyperscalers, mais pas seulement, en termes de normes techniques, en termes de structure des contrats, en termes de tarification. Donc il y a des sujets que tout le monde a évidemment en tête et qui vont évidemment être dans notre avis liés au Credit Cloud, par exemple, ou aux egress fees, hein, au coût de sortie des données. Donc on regarde ça de près parce que tout le monde nous en parle, mais il y aura aussi des questions liées à la structure des contrats, à l'information disponible sur les contrats, à la possibilité de réviser les contrats pour les utilisateurs, notamment les petits utilisateurs. Et on fait ça en parfaite transparence avec la Commission européenne, puisqu'il s'intéresse aussi à ces questions-là. Alors peut-être un dernier point, mais on peut en parler plus dans le détail si vous le souhaitez. Tout ça intervient à un moment où on a un ensemble de réglementations européennes qui sont soit en place, soit en train d'être mises en œuvre, soit en cours de discussion, qui vont avoir un impact structurant pour le secteur. Donc notre objectif, c'est aussi de refléter ces discussions et puis d'être utile dans les discussions qui ne sont pas encore conclues, notamment sur le Data Act. Alors, vous l'avez mentionné, effectivement, la question de l'Europe, en tout cas de l'intervention, de la position européenne. Même si c'est peut-être un petit peu compliqué de me répondre à cette question, mais est-ce qu'il y a un bon niveau d'intervention ? C'est-à-dire que ce serait mieux qu'il y ait une intervention plus européenne ou il faut mieux que ce soit national ? Ou alors c'est hybride ? C'est très à la mode. Bon, alors moi, je n'ai pas passé 8 ans à la Banque Centrale Européenne pour vous répondre que le niveau doit être entièrement national. Ça, ce n'est pas mon ADN. Je pense que le niveau doit être prioritairement européen, mais pas entièrement. Et je m'explique. Pourquoi prioritairement européen ? Parce qu'on parle d'un domaine où les acteurs dominants sont des acteurs mondiaux. Donc, les problèmes sont les mêmes partout en Europe. Et s'il y a des initiatives réglementaires à prendre, l'Europe aura plus de force si on les prend ensemble. Donc, je pense que c'est une question aussi de levier vis-à-vis des grands acteurs. Et ça a déjà été fait avec le RGPD, avec le règlement sur les marchés numériques, le DMA. Il faut continuer dans cette logique avec les textes suivants. Donc, c'est une question de levier politique pour l'Europe en tant que régulateur. Je pense que c'est aussi dans l'intérêt des entreprises françaises, et notamment des fournisseurs de cloud français, qui, j'en suis sûr, veulent se développer en Europe et pas seulement en France. Donc ils n'ont pas intérêt à ce qu'on crée un écosystème de type
réserve pour crapauds au bord d'une autoroute, vous voyez, avec des barrières autour. Je pense que c'est pas ça qu'on essaie de faire. Il faut que les industriels français puissent se déployer partout en Europe dans le marché unique. Donc, ça, c'est ma première réponse. Et donc, l'instrument privilégié pour moi de réglementation, de régulation, les deux instruments privilégiés, c'est le DMA, qui existe déjà, qui sera en application au printemps de cette année et qui s'imposera aux acteurs à partir de 2024, donc dans un an. Et donc ça existe et c'est dans le paysage. Et puis c'est la négociation sur le Data Act qui, elle, n'est pas finie. Et on peut en reparler en plus de détails. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut quand même faire des choses au niveau français ? D'abord parce qu'il y a des initiatives politiques comme Secnum Cloud qui sont importantes et qui peuvent avoir un effet d'exemplarité, un effet d'entraînement sur les autres pays européens. Donc ces initiatives, il faut les valoriser et les poursuivre. Tout en essayant de les européaniser dans la mesure du possible. Et puis aussi parce que le calendrier de mise en œuvre de ces textes fait qu'ils ne vont pas arriver tout de suite. Or, le monde évolue très vite, le marché se structure très vite, et si on identifie des effets négatifs de la structure de marché, soit pour l'efficacité de nos industries, soit pour l'intérêt des acteurs eux-mêmes, des entreprises, ou soit pour la possibilité pour les acteurs français de se développer, à ce moment-là, il faut agir maintenant. Il ne faut pas attendre que les derniers textes d'application du Data Act soient rentrés en vigueur dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, on ne sait même pas. On n'a pas le luxe d'attendre aussi longtemps. Donc ça, c'est pas à moi de le faire, c'est une réflexion que le gouvernement et le Parlement doivent avoir, mais ça ne me paraîtrait pas illégitime d'agir plus vite, mais à condition de le faire d'une manière qui est compatible avec les futurs textes européens pour que tout ça puisse atterrir à terme dans une approche européenne. Très bien. Eh bien, écoutez, Benoît Cœuré, merci beaucoup, en tout cas, pour toutes ces précisions et d'avoir répondu à nos questions. Est-ce que dans la salle, il y a des questions à poser sur, justement, l'autorité de la concurrence ? Benoît Cœuré peut y répondre. Ou sur Internet, je m'adresse à vous qui êtes connectés, si vous avez des questions. Alors, est-ce que j'ai un écran en retour pour pouvoir des éventuelles questions d'internautes ? Non ? Je vous en prie. Alors, le micro, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut passer le micro ? Ou sinon, vous parlez très fort. Et je répéterai. Il y a des micros là, hein, donc je ne sais pas si vous en voulez un. Ils ne sont pas à moi, donc je le donne bien volontiers. Thierry Bonhomme, Académie des technologies. Ma question porte sur Gaia X, le marché des données dont vous n'avez pas parlé. Est-ce que vous pourriez élaborer un petit peu autour des aspects réglementation, recommandation entre les infrastructures, le sous-jacent technologique et le marché des données et ceux qui les partagent, et en particulier mettre plus en scène les utilisateurs finaux, parce que vous avez parlé des acteurs du monde des infrastructures, mais on parle peu du rôle qui peut être donné aux utilisateurs finaux, les grandes entreprises, les PME, les startups, etc. etc. Oui, alors c'est une question importante. Je vais pas, je peux pas vous dire maintenant ce qu'il y aura dans notre avis qui n'a pas encore été délibéré et publié. Et d'ailleurs, il est encore temps donc on n'a pas fini notre travail, donc il est encore temps il y a eu une consultation publique qui sera au cœur de l'avis. Mais enfin, si certains d'entre vous veulent nous contacter ou envoyer les documents, c'est tout à fait possible. On est tout à fait ouvert à ça. Et c'est pour ça que je suis aujourd'hui ici, d'ailleurs, pour continuer ce dialogue. Comme je l'ai dit, vraiment le prochain enjeu réglementaire pour nous, c'est le Data Act. Il y a des enjeux sur le DMA qu'on n'aura pas le temps de discuter aujourd'hui, mais il y a des enjeux sur l'interprétation du DMA qui sont du ressort de la Commission, mais qui sont importants pour vous dans cette salle, sur la définition je ne sais même pas comment on dit en français, des core platform services, des plateformes essentielles, des services essentiels de plateforme, la définition des points d'accès majeurs, etc. Bon, la Commission travaille là-dessus, mais il est encore temps de faire passer des messages dans la mesure où ça va impacter le marché du cloud. L'enjeu suivant, c'est le Data Act. C'est là peut-être que votre question devient importante en méthode aussi, c'est-à-dire qu'il est important que toute la fin des négociations sur le Data Act, qui sont aujourd'hui au stade de
de la discussion politique au sein des ministres, entre ministres, au sein du Conseil. Le trilogue avec le Parlement et le Conseil commencera au mieux en seconde partie d'année. Il est important que cette discussion se fasse dans un cadre qui recueille l'avis des entreprises. Alors je sais que Jean-Noël Barrot et le gouvernement y sont attachés, mais il faut que ce soit vrai aussi à Bruxelles. Je pense que là, il y a un enjeu d'organisation. Il y a un certain nombre de ces enjeux de données qui relèvent d'un autre corpus réglementaire, qui est la protection des données, le RGPD, qui est quand même la base aussi, une base importante de tout ça. Et ça se passe plutôt dans l'univers des autorités de protection des données et dans leur organe européen. Et donc là, je vous encourage aussi à en parler avec la CNIL, qui est quand même très à l'écoute sur ces questions-là. Voilà ce que je peux dire à ce stade. Bon, j'espère que ça répond à votre question. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, ici. On vous écoute. Non, moi j'avais en fait deux questions. C'est évidemment important dans l'analyse de l'autorité de la concurrence de savoir ce qui se passe sur les autres grands marchés mondiaux, donc Chine et États-Unis. Est-ce qu'il y a des problématiques en fait qui sont très différentes au niveau européen de celles qu'on va trouver sur ces deux autres grands marchés? Ça, c'est la première question. Et puis la deuxième question, c'est est-ce que la question en fait des crédits cloud, quel est en fait dans les crédits cloud l'enjeu de problématiques de concurrence? Est-ce que vous pourrez un peu le développer? Oui, alors en matière de... je pense que les approches entre l'Europe, en matière de concurrence, qui est le domaine dont je m'occupe, entre l'Europe et les États-Unis sont philosophiquement assez proches. On ne l'a pas vu encore sur le cloud où, en termes réglementaires, l'Europe est très en avance dans sa réflexion réglementaire à travers le DMA et le Data Act, alors que les États-Unis en sont encore à l'étape précédente, qui est de discuter leur propre DMA, qui n'existe pas. Donc ils ont une étape de retard, d'une certaine manière. L'administration américaine actuelle, à travers le département de la justice et la FTC, qui sont les deux autorités compétentes en matière de concurrence, ont une philosophie très proche de la nôtre. J'ai entendu Madame Lina Khan, qui est la présidente de la FTC, à notre dernière réunion internationale, dire qu'elle saluait le DMA et qu'elle encourageait les entreprises américaines à appliquer le DMA. Je peux vous dire que c'est très rare d'entendre un responsable américain dire ça. Je ne les ai jamais entendus dire ça sur la réglementation financière européenne. Donc il y a une convergence de vues qui est assez remarquable. Après, les ambitions de l'administration américaine vont dépendre aussi de ce qui va se passer au Congrès, où maintenant la majorité à la Chambre des représentants est républicaine, et puis aussi en termes d'antitrust des décisions des juges, puisque dans le système américain, c'est des juges qui prennent les décisions aussi bien en matière de contrôle de concentration qu'en matière d'antitrust, contrairement au système européen. Donc ça va être compliqué, mais je crois que l'ambition est assez proche. Et dans le cadre en matière de pouvoir de marché, de risque d'abus de dominance des grandes plateformes, je ne parle pas du cloud, mais plus généralement, dans la publicité en ligne, par exemple, les autorités américaines actuelles n'ont jamais eu peur de s'attaquer à leurs propres acteurs, comme l'a montré récemment la plainte du département de la justice contre Google, dans le domaine de la publicité en ligne. Et donc, on n'est pas dans un domaine qui serait polarisé en fonction de préoccupations protectionnistes ou commerciales. On a une ambition commune. Combien de temps ça va durer, je ne sais pas, mais aujourd'hui, on avance dans la même direction. La Chine, c'est très différent, et le monde réglementaire chinois est quand même beaucoup plus domestique et fermé, donc on n'a pas ce genre de discussion avec les Chinois. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Il y avait la deuxième question. C'est ça, il y en a répondu à la deuxième question sur les crédits cloud. Bon, je ne vais pas y répondre très longuement parce que on pourrait en parler très longtemps. Il y a un risque, et je suis prudent parce que notre avis n'est pas adopté, donc on va peser les pour et les contre.
On identifie un risque que les crédits cloud soient utilisés d'une manière qui rende captifs les entreprises en croissance, hein, particulièrement les startups de la tech, de la French Tech, mais pas seulement. Enfin, n'importe qui veut se déployer dans le cloud, ça peut être un boulanger ou un fleuriste, avec des crédits de logiciels, des crédits de développement, en construisant rapidement autour de ce client un environnement dont il va devenir captif et dont il aura du mal à sortir. Alors la sortie par le haut, c'est pas d'agir sur les crédits cloud, c'est d'agir sur les éléments qui le rendent captif. Donc les egress fees, l'interopérabilité ou l'équivalence fonctionnelle, comme on dit dans le Data Act, des choses comme ça. Ça, c'est la sortie par le haut. Mais les crédits cloud peuvent quand même précipiter, accélérer cette dépendance. Je pense qu'il faut être prudent dans cette discussion. C'est pour ça qu'on sera prudent dans notre avis, parce que les crédits cloud, c'est aussi une forme de facilité financière à des entreprises qui ne génèrent pas de cash et qui peuvent en avoir besoin pour se développer. Donc il faut faire attention aussi aux effets collatéraux qu'aurait une interdiction, si c'était envisagé, ou un plafonnement qui serait trop strict des crédits cloud. Je pense que ça mériterait une discussion sérieuse avec la French Tech pour voir comment on corrige les effets induits. Voilà, j'en reste là. Bon, petite réponse, mais précise quand même. Bonjour. Alors, je suis Vincent Coudrin. Fantastique ces micros. Je suis Vincent Coudrin de la Direction interministérielle du numérique, qui est un service de la Première ministre, qui est la DSI de l'État. Voilà. Et cette direction interministérielle a notamment travaillé sur la fameuse doctrine Cloud au centre, qui est notre Cloud First Policy, qu'on a publiée en 2021, qui est un peu la dernière évolution de nos doctrines en matière de cloud. Je vais vous parler aujourd'hui de cloud et de souveraineté, qui est quelque chose qu'on avait évidemment en tête au moment de penser la doctrine cloud au centre, qui s'inscrit dans la stratégie nationale pour le cloud. On va voir comment ces sujets s'articulent. Alors la souveraineté, c'est d'abord un sujet qui est venu par l'actualité. On se souvient de la crise sanitaire. Qui fabrique les masques? Qui fabrique les vaccins? Donc là, il y avait un sujet. Ensuite, on a manqué de ressources de cloud computing pour faire tourner ce qui nous permettait de créer des espaces de convivialité, mais aussi d'organiser le travail à distance, etc. Donc ça a été le premier point. Et on a vu dans l'opinion et dans nos propres réflexions ces sujets émerger. Et puis ensuite, on a eu la crise, la guerre en Ukraine. Et on a eu des sujets de souveraineté alimentaire qui sont venus rapidement, à peu près au même moment, la souveraineté énergétique. Et donc on avait vraiment quelque chose qui devenait présent et qui s'est finalement cristallisé dans la création, dans l'ajout pour le ministère de l'économie et des finances, donc de la souveraineté industrielle et numérique. Voilà. Donc là, vous avez compris, on a un cap, c'est celui de la souveraineté industrielle et numérique. On va parler de souveraineté numérique et plus particulièrement de cloud. Et il faut alors on ne va pas dire qu'on l'a fait a posteriori, mais il faut qu'on définisse ce qu'on appelle la souveraineté. Alors je ne vais pas vous apporter une réponse définitive, il n'y a pas de définition claire, mais on va vous donner je vais partager avec vous ce qu'on a utilisé dans nos réflexions. Alors, il faut toujours revenir un peu aux bases. La souveraineté telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle est citée dans la Constitution. La souveraineté, c'est la nation qui est souveraine. Ça, je dis ça pour les gens qui veulent faire des clouds souverains. C'est une compétition un petit peu importante. Sachant qu'elle a une origine qui est plutôt royale. Le souverain, c'est celui qui a une couronne, il est au-dessus des autres. Le terme apparaît pour mettre fin aux guerres de religion avec l'idée d'avoir quelqu'un au-dessus des partis. Donc il y a vraiment cette idée d'être au-dessus. C'est vraiment ça l'origine. Aujourd'hui, dans la doctrine en matière de souveraineté, on entend beaucoup l'idée d'autonomie stratégique, donc l'idée de conduire son destin sans se faire imposer sa volonté. Donc ça, c'est les grandes idées qu'on a en France et qu'on entend régulièrement. Ça a été cité par la mission parlementaire Résilience, avec l'idée d'indépendance vis-à-vis de l'extérieur, d'un côté, et d'autonomie sur le plan intérieur. Donc se dessine aussi cette dimension autarcique de la souveraineté, le fait d'être complètement autonome. Et puis, la loi du 7 octobre 2016 pour une république numérique dit également que les administrations veillent à préserver la maîtrise, la pérennité et l'indépendance
de leur système d'information. Voilà. Donc il y a cette idée de quelque chose qui tournerait sans interaction avec l'extérieur. Donc on est vraiment sur des définitions qui sont très domestiques, très intérieures. Et ça, c'est vraiment quelque part la base du débat sur la souveraineté, c'est-à-dire on est en sécurité, on est dans notre forteresse, on ne peut pas se faire couper le courant, on ne peut pas se faire imposer une décision. Alors le truc, c'est quelle est la taille de la forteresse ? Est-ce que vous souhaitez être souverain à l'échelle d'un bac à sable ou est-ce que vous voulez continuer à rayonner sur le monde comme le phare qu'on a toujours souhaité être ? Voilà. Et ça, cette dimension de leadership vient avec cette dimension autarcique. Et donc les deux s'articulent et on va voir quelles conséquences ont à cette dualité. Alors, cette dimension autarcique et sécuritaire, vous la retrouvez notamment dans le référentiel Secnum Cloud de l'ANSSI, qui est celui sur lequel on adosse la définition d'un cloud de confiance dans la doctrine française, dans laquelle, en fait, on associe des mesures qui sont techniques et organisationnelles, donc ça, c'est la base de cybersécurité de la qualification de l'ANSSI, mais on a également la question de la résolution d'un conflit de normes potentiel, c'est-à-dire qu'on veut utiliser des ressources qui soient hors de portée des dispositions extraterritoriales d'un droit non européen. Voilà. Et donc, on a vraiment, dans cette position française, l'idée d'articuler le sécuritaire avec l'isolation juridique. Maintenant, quand on discute avec nos collègues européens, et puis aussi en dehors de l'État, je prends un exemple. Si quelque part votre économie repose en partie sur le fait que 80% de vos voitures sont vendues en Chine et aux États-Unis, à peu près à part égale, et si finalement votre enjeu de souveraineté repose sur le maintien de ces exportations. Très clairement, votre capacité à prendre le virage du véhicule connecté, du véhicule autonome, c'est un enjeu de souveraineté nationale. Voilà. Et donc la question, c'est pas est-ce que vous allez utiliser des data centers à Düsseldorf, puisque de toute façon vos données pour vos voitures qui vont circuler en Chine, aux États-Unis, elles seront stockées localement avec des régimes juridiques très particuliers et très forts dans ces territoires, mais votre enjeu de souveraineté, c'est l'accès à des ressources performantes en matière de numérique. Et ça, c'est absolument essentiel. Les acteurs de la tech ont un peu, quand on les interroge, un peu le même raisonnement. C'est-à-dire que la start-up, c'est celle qui décolle verticalement. Donc il y a cette idée d'hypercroissance. Les hyperscalers ont ce nom-là, c'est-à-dire cette capacité à croître extrêmement rapidement à coût marginal faible. C'est vraiment le ressort c'est même quelque part la définition du cloud computing, cette économie du coût marginal nul. Et donc, pour les acteurs de la tech, pour notre économie, il y a cette idée qu'ils doivent pouvoir accéder à des ressources de cloud qui sont performantes. Pour les industries en conversion, qui sont contraintes de se convertir au numérique, c'est-à-dire tout le monde, en gros, il n'y a pas de secteur dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui qui puisse se soustraire à cet impératif de transformation numérique. Donc on a exactement le même enjeu. Et même nous, en tant qu'État, on l'a vu pendant la crise numérique, on a dû développer des nouveaux services, on a dû adapter notre modèle de résilience, on a dû être capable de travailler depuis Internet et pas depuis nos réseaux et nos data centers dans des forts. C'est réellement des forts, hein, la plupart de nos data centers. Et on a un dernier enjeu qui, là, est collectif, qui est celui de l'enjeu climatique. Parce que le fait d'accéder à des ressources qui soient performantes, qui soient pilotables, est aussi une façon de contrôler en fait, l'empreinte environnementale du numérique. Et donc on a l'ensemble de ces enjeux qui font qu'on a en même temps, j'avais promis de ne pas dire en même temps, pardon, donc des enjeux sécuritaires, des enjeux plutôt autarciques, c'est-à-dire le fait qu'on soit on accède à un environnement de confiance, mais on a aussi un enjeu qui est plutôt lié au leadership, au fait d'accéder à des ressources qui soient extrêmement performantes. Voilà. Et donc, comment est-ce qu'on va articuler les deux ? Alors, ce qui est intéressant, il y a une question tout à l'heure à propos de Gaia-X, c'est le fait que Gaia-X a apporté, quelque part, quand vous regardez sa genèse, il y avait cette idée de fixer un cadre d'utilisation aux technologies de cloud dans les standards dominants de l'Union européenne, c'est-à-dire le droit de la concurrence et le RGPD. On sent vraiment dans l'acte de naissance de Gaia-X cette volonté d'encadrer l'utilisation.
Ça, c'est intéressant, on en reparlera. Alors, on a besoin de cloud pour se transformer, ça on l'a vu, pour transformer nos économies, le modèle de résilience de l'État. On a besoin de garanties d'accès aux ressources les plus performantes. La question, c'est pas est-ce qu'aujourd'hui c'est en débat, c'est-à-dire est-ce que, par exemple, toutes les offres qui respectent nos critères de souveraineté sont performantes comme on souhaiterait qu'elles le soient, mais la question, c'est comment est-ce qu'elles vont le rester si elles existent. Donc on a une dynamique, en tout état de cause, à instaurer, dans lequel il va falloir jouer à la fois sur les mécanismes de marché, d'écosystème, et les mesures techniques, sécuritaires, juridiques, pour encadrer le recours au cloud. Alors, quelques conséquences pratiques sur la manière donc, de définir des critères de souveraineté, d'un côté, et entretenir des offres à l'état de l'art. Pardon. Alors, sur le plan juridique, ça c'est encadré, le contrôle de la localisation de données, l'absence de transfert, le contrôle des accès, sachant que le RGPD concerne d'abord et avant tout les données personnelles, ce qui est un sujet, parce qu'on ne peut pas mobiliser le RGPD pour pour encadrer tous les transferts. Et la CNIL nous le rappelle à chaque fois en disant non, nous on ne regarde que les données personnelles. Donc si vous avez d'autres données dont vous souhaitez encadrer le déplacement, ce n'est pas le RGPD qu'il faut mobiliser. Il y a l'absence de conflit de normes, sachant que, ça c'est important aussi à garder en tête, parce que quand vous voulez utiliser des critères de souveraineté, en tout cas dans le cadre de la commande publique, il y a l'idée que vous devez avoir un motif légitime pour introduire une restriction à l'accès à vos marchés. Voilà, parce qu'on a signé des traités volontairement pour ouvrir nos marchés. Et donc il faut avoir des motifs qui soient légitimes, il faut que les mesures soient proportionnées. Et de ce point de vue-là, il faut regarder à la fois le risque que vos données, en fait la violation de la donnée et des conséquences en matière de confidentialité ou d'intégrité de la donnée, disons, mais également sur la disponibilité, c'est-à-dire le fait de ne plus avoir de service. Est-ce que finalement c'est un motif légitime pour créer une distorsion, enfin une entrave à l'accès à vos commandes. Donc ça c'est extrêmement important dans le raisonnement juridique. Donc c'est le premier point. Donc il y a des clauses, effectivement, il y a des critères juridiques qui vont être associés avec l'absence de conflit de normes, notamment dans la définition d'une offre qui sera, nous on va dire, de confiance, mais de confiance dans le sens où c'est vous qui êtes souverain en utilisant ces offres-là. Le deuxième point, vous avez des caractéristiques techniques, ça c'est important, que doivent posséder ces offres. Il vous faut des offres qui soient résilientes. Si les offres ne sont pas résilientes, vous ne serez pas souverain à la fin. Donc il y a vraiment ce raisonnement de dire est-ce que vous êtes souverain quand vous utilisez une solution, par exemple vous avez une offre de stockage, si le stockage n'est disponible que dans un seul data center, vous ne serez pas souverain en l'utilisant. Il va falloir prendre des mesures additionnelles et ce qu'on attend d'un service de cloud computing, c'est de vous offrir ces caractéristiques-là. Vous avez évidemment des critères techniques en matière cyber. La qualification SecNum Cloud les contient en tout cas du point de vue de l'État. On a d'autres mesures au titre de la politique de sécurité des systèmes d'information de l'État qu'on met en œuvre, mais en tout cas ce qu'on attend d'une offre, c'est d'avoir ce socle-là. Et puis vous avez finalement les autres caractéristiques du cloud, notamment l'élasticité, qui est une des conditions pour faire de la scalabilité, c'est-à-dire la croissance à coût marginal faible, qui doivent être insérées dans les offres de cloud. Vous ne mettez pas une étiquette de cloud sur des VM petites, moyennes, grosses comme avant, en disant c'est du cloud. Ça ne marche pas. Il vous faut un petit peu plus. Alors, vous avez également des critères qui sont liés à l'indépendance. Ça, c'est extrêmement important. On a parlé des offreurs de suites collaboratives. La question, c'est pas est-ce qu'on pourrait utiliser une suite collaborative qui serait dans un cloud souverain, mais est-ce qu'on pourrait en sortir? C'est-à-dire, est-ce qu'on serait encore capable d'acheter une version déployable on-premises avec des prix qui soient garantis et des conditions de maintenance? Voilà. Dans le cas contraire, vous ne serez pas souverain, puisque vous utiliserez une solution, mais vous ne pourrez pas en sortir. Donc ça, c'est un point extrêmement important, pas seulement sur la réversibilité, mais sur l'existence d'alternatives.
Vous avez un sujet sur la sécurisation des approvisionnements. Alors ça, c'est assez vertigineux, parce que le cloud computing, c'est du hardware à un moment, c'est des ordinateurs. Donc il va falloir sécuriser vos appros sur le cuivre, sur le réseau, sur les PCB, sur vos clims, etc., etc. Donc ça nous emmène extrêmement loin, avec des dimensions également géopolitiques sur la façon de traiter ces dépendances. On en reparlera. Vous avez un sujet d'autonomie complète dans certains domaines stratégiques. Est-ce que vous êtes capable de conduire les opérations vous-même, y compris à la place de votre fournisseur de services cloud, si jamais vous avez un problème trop grave? Donc ça, c'est dans les cas les plus extrêmes. Mais se poser la question de votre autonomie en matière opérationnelle fait partie des enjeux de souveraineté. Et nous, on l'identifie au moment où on construit nos schémas de mobilisation du cloud. La question, vous imaginez bien, à laquelle on est attaché, de prévention des risques de transfert de contrôle, le rachat des entreprises, il y a une cellule à Bercy qui s'occupe de ça. La question de la réversibilité qui a été abordée précédemment sur les plans techniques, contractuels, des modèles de coûts. Est-ce qu'effectivement vous êtes pieds et poings liés avec un fournisseur? Sachant que cet argument du lock-in, nous on le regarde, on a dit la sortie par le haut, ça peut être effectivement le fait de ne pas avoir de frein à la sortie. Il y a un autre point qui fait partie aussi de la sortie par le haut et des freins à la sortie, c'est que quand vous êtes dans la posture cloud, finalement vous êtes en capacité, c'est un peu comme chez Meta, c'est-à-dire qu'à 17h, vous committez votre code et vous mettez en production. Si vous avez cette maîtrise de votre chaîne de delivery de vos produits numériques, donc vous maîtrisez l'intégralité des chaînes d'intégration, de déploiement, la manipulation des plateformes, etc., vous n'allez pas envisager la réversibilité de la même manière que si c'est une clause dans un contrat que vous envisagez éventuellement tous les 5 ans d'exercer. Et donc la meilleure garantie en matière de réversibilité, la meilleure garantie d'indépendance, c'est d'internaliser cette maîtrise. Voilà. Et j'ajoute que cet argument, finalement, permet peut-être mieux de lire le marché. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand vous regardez la répartition des parts de marché en matière de cloud computing, je n'ai pas l'impression que le vendor lock-in ait effrayé grand monde au moment de se jeter sur les offres de cloud. Et puis, on a un point sur les compétences, l'enseignement, l'innovation, qui est aussi un enjeu national, c'est-à-dire qu'on a besoin de dizaines de milliers d'experts de ces sujets-là qui soient formés par an, tant du point de vue de la formation initiale que de la formation continue. Donc ça, c'est un enjeu qu'il faut également qu'on adresse. Je remarque ici aussi, je note également la similitude avec les points de Gaia-X, qui parlent beaucoup de réversibilité, qui parlent beaucoup de vendor lock-in, de RGPD, sachant que d'autres critères, notamment en matière d'absence de conflit de normes, eux, sont considérés comme, disons, c'est plusieurs niveaux à l'intérieur de Gaia-X, plusieurs qualifications des offres. Alors, les enjeux industriels, pour créer un écosystème, cela, je laisserai mes camarades de Bercy en parler dans une autre occasion. Vous avez des verrous technologiques, vous avez certaines technologies qui sont présentes dans certains pays et pas dans d'autres. Il y a vraiment une hyper-spécialisation, des investissements initiaux colossaux. Il y a vraiment un sujet à traiter à l'échelle industrielle, ce qui est en train d'être fait, et une approche géopolitique de la dépendance, avec vraiment cette idée qui est en train malheureusement de se détacher, de dire que on va revenir à des logiques de blocs, à l'intérieur desquelles on va se faire plus confiance qu'entre blocs. Et enfin, on a des enjeux de marché. Alors ça, c'est extrêmement important. Faire du cloud, c'est compliqué. Ça fait 10 ans que je fais ce métier. La plupart du temps, j'en témoigne, on a échoué. Ça marche si vous êtes gros. Voilà. Donc, il n'y a pas de place pour des centaines et des centaines d'acteurs en Europe. Et ce qui est important, c'est d'avoir un marché de taille suffisante. Donc, les efforts de la Commission européenne, notamment pour créer un level playing field, sont vraiment à saluer. On les rejoint avec cette idée du référentiel unique en matière de cloud, qui est le UCS, qui est une initiative de la Commission européenne confiée à l'ENISA, qu'on soutient. Alors la France défend une position dans laquelle le niveau le plus élevé est associé à une isolation juridique stricte. Ça, c'est vraiment la position qu'on défend. Mais ça, c'est ce qui va permettre de créer un espace de marché à l'échelle européenne pour que des champions européens puissent émerger. Ça, c'est absolument essentiel.
Alors, ce qu'on a vu également, vous avez vu les évolutions de la doctrine d'État en la matière. Pendant longtemps, on a soutenu les offres. Et là, on s'est mis à soutenir également la demande. On fait les deux. On continue de soutenir l'offre, on soutient également la demande. C'est la doctrine Cloud First qui fait maintenant, qui crée l'obligation pour tout nouveau système d'information de l'État. C'est gros l'État, je ne vous fais pas l'injure de vous le rappeler. Donc, qui impose d'utiliser du cloud. Et donc, on a de facto orienté la commande publique, notamment vers l'écosystème industriel. Et ça, c'est intéressant, mais on ne peut pas le faire tout seul. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit fait à l'échelle européenne. Donc, on travaille avec nos collègues européens pour que des initiatives comparables, c'est déjà le cas, soient suivies des faits. Et aussi pour que le secteur privé consomme également ces offres-là qui remplissent ces critères de confiance pour leur permettre d'atteindre la taille critique et d'être complètement viables avec le niveau d'investissement qui va leur permettre d'atteindre la qualité qu'on requiert. Alors pour finir, je vais enfin finir, rassurez-vous. Donc la souveraineté telle que nous on l'envisage, c'est vraiment l'idée de garantir l'accès à des ressources qui soient à la fois sûres, pérennes et performantes. Donc on ne fait vraiment pas de distinction entre la confidentialité, enfin l'isolation juridique, la résilience, et la performance, la compétitivité de ces plateformes dont on a besoin pour se transformer, nous, en tant qu'État, et vous, en tant qu'acteurs économiques. On a des conditions, on l'a vu, dans les plans juridiques, techniques, d'harmonisation européenne, de marché, de compétences, d'enseignement, de recherche, de stratégie industrielle, le tout inscrit dans un ordre international dans lequel ne sont pas absents les enjeux géopolitiques. Donc voilà, on est vraiment dans l'idée de créer un système extrêmement dynamique pour asseoir cette notion de souveraineté numérique avec un partenariat extrêmement... je regarde OVH parce que le comité stratégique de filière donc va apparaître dans quelques semaines. Maintenant, on a confié à Michel Paulin le soin de sa création. Et aussi avec l'idée, qui est vraiment un message qu'on souhaite porter, que la compétitivité est un meilleur argument de vente que la souveraineté. Et encore plus quand on prétend, comme on le fait, être présent sur la scène européenne et sur la scène mondiale. Voilà, je vous remercie. Oui, vous pouvez peut-être répondre à quelques questions. Merci beaucoup en tout cas pour cette présentation très détaillée, très claire, très riche. Est-ce qu'on a des questions dans la salle ? Oui. J'ai entendu oui, mais Oui, je n'ai pas vu de main. voilà. Oui, bonjour, Jean-Michel Mathieu, je suis président d'honneur de l'ISACA AFAI. Et ça ne vous étonnera pas dans l'enceinte qu'on représente ici. J'aurais aimé avoir votre point de vue sur la valeur ajoutée, l'utilité, la réalité et le développement des différentes certifications qui sont de nature à renforcer la confiance numérique. Je pense à ISO, mais je pense aussi à SOC, Secnum Cloud, etc. Est-ce que vous pensez que c'est une pratique suffisamment répandue sur le marché français et plus largement en Europe ? Alors, je vais vous faire la réponse du point de vue des États, du point de vue de l'État français, et aussi parce qu'on a beaucoup travaillé sur ces sujets pendant la durée de la présidence française de l'Union européenne. Il existe une instance qui s'appelle l'Alliance européenne pour la donnée industrielle, le Edge et le Cloud Computing de la Commission, avec un collège des États membres. Ce qu'on voit, c'est que tous les États mobilisent effectivement des normes, beaucoup ISO, SOC également, donc pour la partie cloud. La Commission européenne, enfin la DIGIT, donc la DSI de la Commission européenne a aussi construit tout un système d'équivalence entre ces différentes normes pour essayer de rendre commensurables les offres européennes. Vraiment l'idée de l'EUCS, donc qui veut dire European Unique Cloud Certification Scheme, je peux me tromper sur les dernières lettres, c'est justement de donner un cadre unique, c'est-à-dire que vous aurez 3 niveaux, basique, substantiel et élevé. En gros, le élevé est aligné sur le Secnum Cloud et
substantielle sur le C5 allemand, avec l'idée de remplacer ces normes-là dont elles sont inspirées. C'est-à-dire que Secnum Cloud s'inspire du ISO 27001. On a vraiment l'idée de pouvoir donner plus de visibilité, enfin plus de lisibilité sur cette forêt de normes. On pense, nous, que c'est extrêmement utile et ça aide également les acteurs industriels à ne passer, enfin, vous connaissez le dites-le nous une fois, donc l'idée c'est qu'ils ne passent qu'une seule qualif et qu'ensuite ils soient labellisés sur tout le continent européen. J'ai répondu? S'il y a une autre question? Bonjour monsieur, Thomas Forêt-Waller. Nous sommes éditeurs de logiciels et ma question porte sur les solutions que vous recommandez au sein de la DINUM et en particulier le sac à dos numérique qui, à mon sens, aujourd'hui ne comporte pas de solution SaaS qui soit qualifiée Secnum Cloud ou Cloud de confiance. Un certain nombre d'éditeurs dont nous faisons partie travaillons à ces qualifications. Est-ce que le jour où un certain nombre de produits seront qualifiés, ils auront une chance de pouvoir rentrer dans ce fameux sac à dos numérique ou solution recommandée par la direction interministérielle du numérique? Merci. Alors, merci beaucoup de cette question, comme ça je vais pouvoir vendre un peu nos plans. Il existe un appel à projet, en fait, qui est une initiative de... Alors, c'est l'ANSSI qui la porte, alors, tout ça est organisé par BPI France, mais on collaborait, en fait, il y a vraiment un trio en matière de cloud autour de l'ANSSI, la Direction Générale des Entreprises et la DINUM. Et on travaille toujours on travaille en collaboration constante. Très clairement, il y a un enjeu sur le SaaS. Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule offre. Alors, je crois qu'il n'y en a qu'une. Peut-être il y en a deux, mais vous me reprendrez. Donc, qui sont des solutions SaaS qualifiées Secnum Cloud. Le reste sont des plateformes plutôt côté infra. Donc, on a lancé un appel à projet pour aider à la qualification de plateformes plutôt PaaS et SaaS, donc à la fois sur les couches hautes de la partie infra et sur la partie SaaS, parce qu'on pense que ce sont des vecteurs à la fois d'adoption du cloud, notamment pour les gens qui n'en font pas, je pense aux collectivités dans lesquelles l'empreinte de cloud est très très faible. Donc là, le fait d'introduire ça par le SaaS, c'est une bonne idée. Et d'autre part, pour avoir des offres, disons, qui montent en valeur avec des solutions type containerisation, etc. Donc on a lancé cet appel à projet qui permet de qualifier, qui aide à la qualification Secnum Cloud des offres SaaS. Et les offres qu'on a retenues sont plutôt des offres qui nous intéressent pour notre usage interne. Voilà. Donc en fait, comme toujours, il y a cette idée, ça on a vraiment appris des expériences antérieures, de soutenir l'offre, ça ne suffit pas, il faut aussi soutenir la demande. Et donc on essaye d'articuler les deux à chaque fois qu'on fait une mesure. Donc oui, on aide et oui, ça nous intéresse. Après, même sous la torture, je ne prends pas d'engagement à dépenser de l'argent public, en public comme en privé d'ailleurs. Je crois qu'il y a... Oui, une dernière question. Non, il ne marche pas. Puisque vous parlez de soutenir l'offre, à votre avis, pourquoi les opérations précédentes de cloud souverain ont échoué? Non, pas forcément. Comme ils ne sont pas là pour se défendre, c'est toujours un petit peu délicat. Qui sont des initiatives que je connais bien. Moi, j'étais pas du côté État à l'époque. Alors non, mais non plus. Mais c'était dans un cabinet spécialisé sur ces transfos-là, sur ces modèles-là. Ce qui était clair à la même époque, ce que j'observais, c'est que on était dans cette idée de maturité où les gens trouvaient que le cloud c'était fantastique. D'ailleurs, ils allaient en fabriquer un et puis ils allaient le vendre aux autres. C'était quand même assez mal barré. Et par ailleurs, vous aviez les très grandes entreprises françaises qui avaient déjà lancé leurs projets. Vous prenez la Société Générale, vous aviez la BNP qui avait déjà investi énormément d'argent. Et donc, on avait des offres qui étaient créées par des opérateurs. Il y en a un qui partait de quasiment une feuille blanche et l'autre d'une offre interne, avec des services qui étaient, d'une part, peu compétitifs
par rapport à ce que les gens étaient capables de faire chez eux quand ils en avaient mis les moyens. Ils étaient partis en général avant, donc du coup, il n'y avait pas trop de points. Et on avait un argument de souveraineté qui ne portait pas. Voilà, on a un cloud souverain. La différence avec un cloud français, on ne sait pas. D'ailleurs, certains d'entre eux vendaient du cloud français en propre et un cloud souverain. Et la différence, c'est quoi? Une couronne. Enfin, il y a un truc, c'était un peu la galette des rois, alors, argumentaire de vente. Ça risquait pas de rentrer. Et côté État, on ne s'était pas contraint à utiliser ces solutions-là. Voilà, ce qu'on a fait de manière beaucoup plus radicale avec la doctrine de 2021, qui dit non seulement vous allez faire du cloud, mais en plus, on va arrêter les investissements en interne, sauf pour les clouds d'État interministériels qui sont aux finances et à l'intérieur. Et ça, le fait d'avoir dit on oriente la commande, c'est ça qui change tout, en tout cas pour l'État. Maintenant, côté privé, là, du coup, c'est au reste de la salle de répondre. Il y a un sujet de compétitivité, très clairement. Ça, l'argument, ce qu'on a vécu dans ces années-là, c'est le fait que l'argument souverain ne faisait pas vendre de cloud. Aujourd'hui, ça a un peu changé. On n'est pas sûr, on n'a pas de garantie que ça suffise. La compétitivité, c'est vraiment le premier. Et surtout si on veut vendre aux Allemands et aux Italiens. Merci beaucoup. Alors, on a déjà pris un petit peu de retard. On devrait normalement démarrer les tables rondes, mais Vincent Toufik et Ertani, vous n'allez pas m'échapper cette fois. Donc, c'est le moment de nous présenter effectivement la synthèse des résultats de l'étude baromètre Cloud Value qui a été menée par EY, donc fin 2022, qui dresse le bilan et les perspectives du cloud en France. Alors, est-ce que le micro fonctionne? Oui, c'est bon. Bonjour à toutes et à tous. Donc, ravi d'être là et merci à l'ISACA AFAI de nous donner cette opportunité, bien qu'on soit hôte ici, c'est un événement ISACA AFAI. Donc, pourquoi le cloud et pourquoi le cloud aujourd'hui? Pourquoi cette étude? Tout d'abord, on a constaté au sein d'EY qu'aujourd'hui, le cloud était une réalité. Depuis quelques années que tous les acteurs travaillent à ce sujet. Et on s'est dit, essayons de faire un bilan aujourd'hui de la vision marché des utilisateurs, des clients. Là, on a beaucoup parlé d'offres et de concurrence, mais ce qu'en pensent les clients, ce qu'en pensent les utilisateurs et comment ils perçoivent ce marché-là. Alors pourquoi EY s'intéresse à ce sujet? On est vraiment au centre des transformations des entreprises et bonne nouvelle, la technologie aujourd'hui fait partie intégrante de plus en plus dans ces transformations. Et dans la technologie, le cloud comme vecteur de développement du numérique est un élément clé aujourd'hui. Donc c'est une étude, et c'est un point très important qu'on a voulu pas forcément centrer sur les grandes entreprises ou les grands groupes qui ont les moyens, les compétences, la bonne compréhension pour se développer, pour adresser tous les enjeux, mais qu'on a voulu très large, c'est-à-dire couvrant tous les segments de marché et toutes les tailles d'entreprise, donc des PME, des ETI, des grands groupes aussi, du public et du privé, et avec différents secteurs. Donc pour ce faire, on a travaillé avec l'Institut CSA sur une étude qui a adressé plus d'une centaine d'organisations, entreprises et organismes publics, et qu'on a derrière complété par des rencontres individuelles en one-to-one avec certains acteurs pour avoir des éléments plus qualitatifs. Voilà, donc on aime bien l'appeler EY Cloud Value parce qu'on essaie de se focaliser sur la valeur qu'a le cloud pour ces entreprises et ces organisations. Et du coup, vous allez voir un certain nombre de chiffres. Donc, il n'y a pas eu de chiffres pour l'instant, c'est bien. Il faut toujours en avoir. Que je vais vous présenter. On a choisi de présenter aujourd'hui, vu le temps imparti, 3 éléments majeurs. La partie adoption, c'est-à-dire où est-ce qu'on en est aujourd'hui de l'adoption du cloud sur le marché. La valeur et l'impact du cloud sur le fonctionnement des organisations. Et enfin, le marché, la perception justement des utilisateurs du marché du cloud. Sur l'adoption, ce qu'on a noté, ce qu'on a constaté, c'est qu'aujourd'hui, le cloud est porté vraiment avec une vision stratégique pour une grande majorité des acteurs. 64% des acteurs aujourd'hui ont une stratégie cloud ou ont développé une stratégie cloud ou comptent la développer et ne sont pas à un niveau de tactique ou de réactif par rapport à telle offre ou tel besoin spécifique. Donc ça, c'est un point important qui est tiré par la croissance importante dans les volumes de données que doivent tirer
ou que doivent porter les organisations. C'est aussi poussé par le marketing et les offres des fournisseurs cloud, qui sont très agressifs sur le marché. Donc du coup, ça fait réagir les clients. Et enfin, par des politiques d'entreprise de plus en plus orientées as a service, c'est-à-dire en mode orienté service, où finalement les DSI, les directions des systèmes d'information, sont poussées à réfléchir de façon beaucoup plus stratégique à ce sujet-là. Du coup, dans ce constat d'existant, où en est-on de l'usage du cloud? Alors, plusieurs chiffres, mais le plus important, c'est que pour un gros tiers, 36%, un modèle cloud hybride, alors complètement public ou mix privé-public, est utilisé par les clients. Donc, c'est un élément important, c'est-à-dire qu'on est dans une croissance importante. Et la composante publique est vraiment importante. C'est-à-dire qu'on sort du paradigme je laisse mes infrastructures et mes solutions en interne pour des raisons de sécurité, de maîtrise technique, etc. On verra ça plus tard, pour aller vers une partie de mon SI, mon système d'information, sur des providers, des fournisseurs publics. Certains, donc les 34%, restent donc dans des modèles cloud, c'est-à-dire avec de l'automatisation, du modèle as a service, mais sur des hébergements privés, c'est-à-dire dédiés à leurs solutions. Et il y a donc du coup un peu moins d'un tiers qui sont encore sur ce qu'on appelle du legacy avec dans leur data center. Donc, et c'est ces acteurs-là qui devront et qui auront forcément, je pense, à bouger dans les prochaines années. Si on regarde les motivations du passage au cloud, alors ce qu'on a voulu voir là, c'est vraiment qu'est-ce qui pousse les organisations à passer au cloud. On verra derrière en miroir finalement c'est quoi la réalité de ce qui est des résultats de ce passage au cloud. Les motivations, une grande partie, donc dans l'ordre, motivation économique, il y a quand même une perception, une idée qui s'est faite que le cloud va me coûter moins cher. On verra derrière la réalité. Un deuxième élément, c'est comment j'accélère et j'améliore le développement de mes systèmes d'information par le cloud, comment le cloud me permet d'améliorer ou d'aller plus vite. La réduction des obsolescences, c'est-à-dire comment entre guillemets, se débarrasser des infrastructures qui sont plus maintenables et plus maintenues, et du coup réduire les risques et réduire les coûts d'exploitation de ces infrastructures. Et enfin, chose importante, la réduction de l'empreinte des data centers propres. Et là, on voit bien qu'il y a un shift culturel où de plus en plus les utilisateurs se disent finalement l'actif qui était un actif avant du data center, que je possède mon data center, n'est plus vraiment un actif, mais c'est plutôt une commodité qu'on est prêt à passer vers un fournisseur. Alors, sauf cas particulier, bien sûr, de certains secteurs. Sur le deuxième élément de valeur, ce qu'on souhaitait mettre en exergue ici, c'était la valeur apportée par le cloud d'abord au métier, donc en dehors des directions des systèmes d'information, puis ensuite au sein des DSI. Donc pour les métiers, ça a été très, très clair et très net dans les résultats de l'étude qu'on a réalisée. Pour les 3/4 des répondants, la valeur métier est avérée et elle est perçue et partagée par les métiers et les fournisseurs internes, c'est-à-dire les directions des systèmes d'information, et qui se traduit par des apports de time to market, augmenter la capacité à aller plus vite sur le marché. De la résilience, le cloud apporte de la résilience. Il y a des sujets de souveraineté, de sécurité, mais une fois que c'est installé et que c'est mis en place de façon cohérente et correcte, ça apporte de la résilience au système d'information et la flexibilité d'usage ou l'élasticité dans les usages. Cela étant, sur la dimension RSE, on a eu un retour qui est plus mitigé et qui peut soulever des questions qu'on approfondira plus tard et qui approfondit dans l'étude détaillée. C'est que pour moins de 38% des répondants,
on a constaté que pour eux, finalement, le passage au cloud n'avait pas un impact majeur dans l'impact sur le RSE. Dans le RSE, là, on est principalement sur la partie bilan carbone. Hein. Alors nous, on l'explique par le fait que finalement, il y a un travail de sensibilisation qui doit être fait et qu'on doit continuer à faire pour identifier ou pour faire ressortir cet élément-là dans les organisations et de l'apport du passage vers du cloud dans la réduction de l'empreinte carbone. Et le deuxième élément, c'est que, et c'est notre constat, hein, c'est qu'aujourd'hui, sur le marché, il y a un manque de maîtrise de sa facture carbone par l'usage des systèmes d'information. Donc du coup, ça pousse à un besoin d'outillage plus structuré, de gouvernance plus établie de la mesure du bilan carbone et de ce que l'IT coûte en termes de bilan carbone dans les organisations. Si on regarde maintenant les résultats côté, donc on a vu métier, on regarde côté direction des systèmes d'information. Ce qu'on constate, tout d'abord, un grand oui pour l'agilité, c'est-à-dire les DSI aujourd'hui sont, entre guillemets, fiers d'apporter de l'agilité au métier par le cloud, et c'est vraiment un vecteur d'accélération de cette agilité. Donc ça ressort clairement. La simplification du SI. Alors non pas que le cloud en soi permet de simplifier le SI, mais le fait de transformer vers du cloud est la meilleure opportunité aujourd'hui pour, entre guillemets, simplifier, rationaliser son système d'information avant de passer sur du cloud. Et enfin, comme vous le voyez, pour la partie gain financier, hein, vous vous rappelez que dans les attentes, la partie économique était en premier lieu. On constate qu'il y a un peu un effet déceptif sur la partie économique. Alors qu'on explique, nous, au sein de DeWhy, par le fait qu'il y a une perception installée que le cloud doit permettre de coûter moins cher, ce qui n'est pas forcément la réalité hein, dans les faits. Et on ne fait pas du cloud que pour ça ou que pour ça. Et deuxièmement, on l'explique aussi par un manque, comme pour les bilans carbone, hein, par un manque de capacité à piloter ses coûts et à piloter l'évolution de ses coûts sur le cloud. Donc tout ce qui est gouvernance, ce qu'on appelle les outils FinOps, hein, de pilotage des coûts du cloud. Donc les futures réflexions, ça pousse à voir comment accompagner ces utilisateurs, ces clients, dans une meilleure maîtrise de leurs coûts par des solutions et des processus adaptés. Enfin, sur ce sujet d'impact sur les DSI, sur les compétences, clairement, ça a été un accélérateur de transformation des compétences hein, au sein des directions des systèmes d'information pour presque 2/3 des répondants. C'est-à-dire le cloud a permis d'insuffler une nouvelle culture de façon de faire au sein des organisations, techniques, mais pas que techniques. Hein, on revient au sujet de l'agilité, du DevOps, etc. Donc ça change la façon de faire. Ce qui a impacté derrière la mise en place de programmes et de cycles dédiés de formation et d'académie cloud, etc., pour soutenir cet effort-là. En deuxième lieu, on a constaté que finalement, cette transformation cloud, pour une partie des répondants, a abouti à la création d'organes internes dédiés, que ce soit des programmes, des centres d'excellence dédiés à ces transformations, mais que pour une partie uniquement. On l'explique plutôt par la taille des entreprises, hein, plus on est gros, plus on met en place ce type de structure. Mais on peut aussi relier ce constat-là par le fait que moins on met d'organes dédiés au sein des entreprises pour piloter ma transformation cloud, moins on a de chances d'en voir les bénéfices réels, hein, que ce soit des bénéfices sur l'agilité, sur l'économie des coûts, sur l'économie carbone, etc. Donc, point à creuser dans le futur. Et enfin, et là c'est très clair, ces transformations cloud ont poussé à l'évolution du cadre, je dirais, des politiques de confidentialité interne. Donc vous avez eu dans toutes vos entreprises, vos organismes publics, ce travail à faire, et ça se confirme au travers de cette étude. Troisième élément, le marché. Donc on en a beaucoup parlé dans les 2 interventions précédentes. Alors qu'en pensent vos clients, nos clients aussi, les utilisateurs?
d'une part, ce qu'on constate, c'est qu'il y a quand même un bon niveau de satisfaction par rapport aux offres des fournisseurs cloud. C'est-à-dire les offres sont riches, multiples, voire des fois trop riches par rapport à ce que peuvent appréhender ou intégrer les utilisateurs, qui ne vont pas au même rythme que les offres des fournisseurs et qui, soit par manque de compétences ou d'opportunités réelles de transformation. Donc ça, c'est un point avéré. Et le niveau de satisfaction, par contre, varie en fonction de 3 thématiques qu'on a voulu illustrer ici. La plus intéressante, donc, c'est pour la partie usage. Donc là, les usages et les services sont variés. Donc là, le constat est clair. Un peu moins sur la conformité du marché et des fournisseurs par rapport aux contraintes réglementaires, en sachant que c'est des contraintes qui sont, Vincent vient d'en parler avant et Benoît aussi, les contraintes sont mouvantes. Donc les utilisateurs sont aussi dans une position où ils doivent suivre ce que les réglementations ont tendance à pousser, et la position des fournisseurs qui ne sont pas toujours très clairs par rapport à leur positionnement. Et enfin, les modèles de prix. Alors quand on dit modèle de prix, ça associe la partie contractuelle, et là où les sujets de vendor lock-in, c'est-à-dire de capacité à changer le coût de l'égresse, comme disait Benoît, l'égresse cost, ou le coût de sortie d'un fournisseur cloud. Le fait aussi que les fournisseurs cloud sont dans une approche en général de plus en plus, je dirais, inflationniste sur leur prix, etc. Mais les utilisateurs sont dans une situation d'être assez captifs, et ce risque-là est vraiment identifié comme une crainte des répondants tels qu'on l'a noté dans l'étude. Ce qui pousse d'ailleurs de plus en plus ceux qui le peuvent à avoir du multi-cloud, c'est-à-dire avoir plusieurs fournisseurs, pour pouvoir ensuite basculer, que ce soit un levier de négociation déjà, et en deuxième lieu, de pouvoir basculer d'un fournisseur à un autre en fonction des conditions de marché. On voulait faire un point dans cet extrait sur le sujet de souveraineté numérique qui a été abordé précédemment. En premier lieu, cette notion paraît être, je dirais, claire, ou en tout cas comprise par les clients, par les utilisateurs, pour presque 3/4 des répondants. Cela étant, ils sont bien conscients que, bien qu'elle soit comprise, ça constitue un frein pour eux au développement du cloud au sein de leur organisation. Et ça revient à ce que je disais juste avant, c'est-à-dire ces incertitudes par rapport à la réglementation, leur capacité de répondre aux enjeux de cette réglementation constitue un frein. Et on les a aussi questionnés sur quelle nature d'attente ils avaient par rapport à l'évolution des réglementations, qui peut être intéressante pour les régulateurs à prendre en compte. Et là, 3 éléments ont été cités, c'est-à-dire des obligations plus fortes d'hébergement des données dans l'Union européenne, et là on a les réglementations qui sont en place, le recours à des prestataires qui ont des présences au sein ou des sièges majoritaires au sein de l'Union européenne, et le dernier, des obligations de certification qui doivent être imposées par rapport à ces fournisseurs. Donc c'est des choses qui rejoignent ce qui a été dit avant, mais tous ces trois éléments sont indiqués à plus de 70% à chaque fois, en fait. Voilà, j'ai fait assez vite par rapport au temps imparti, mais l'étude sera publiée la semaine dernière. Juste en conclusion, la semaine prochaine, pardon. Oui, la semaine prochaine. Juste en conclusion, ce que je voulais pointer ici, c'est d'une part, on voit que le cloud est une réalité avérée aujourd'hui au sein du marché, de la part des clients. Et c'est plutôt comment y aller, à quel rythme y aller que le fait d'y aller. Il y a des attentes fortes en termes de conformité aux réglementations, en termes de modèle de coût et de capacité de réversibilité et de portabilité par rapport aux fournisseurs. Et à notre avis, l'enjeu pour que tout cela fonctionne et fonctionne bien, c'est qu'il y ait une réelle concertation entre la tripartite, que sont ces utilisateurs-là, les fournisseurs et les régulateurs, pour permettre un développement du cloud comme catalyseur de valeur, mais avec une maîtrise pour les utilisateurs qui sont finalement ceux qui doivent en bénéficier. Voilà, j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, je ne sais pas si on a l'occasion de poser des questions. Mais... Voilà, on peut prendre une question.
Donc si on a une, on la prend. On vous écoute. Vous êtes deux. Vous n'avez rien dit. Oups. Vous n'avez rien dit sur la cyber. C'est surprenant parce que je pense qu'une des premières préoccupations qu'un utilisateur a quand on pense cloud, c'est la protection des données et des applications, et aussi la protection du cloud lui-même, donc qui est un sujet différent. Ouais. On ne l'a pas fait ressortir ici, mais dans l'étude est ressorti effectivement un des facteurs qui pousse que les utilisateurs commencent à intégrer, c'est le fait que les capacités je dirais de sécurité ou de sécurisation des solutions, des infrastructures qu'ont les providers cloud, hein, donc les hyperscalers et autres, sont bien plus importantes que ceux que peuvent avoir les clients, en fonction de la taille des clients, bien sûr, mais dans la majorité. Et du coup, il y a une tendance à faire confiance aux notions de security by design, hein, c'est-à-dire d'intégrer la sécurité dans le design des systèmes et des solutions. Donc, c'est plus un enjeu de se dire est-ce que le fournisseur cloud a la sécurité, c'est plutôt comment moi je comprends toutes les règles de sécurité que je dois mettre en place pour adapter à mon contexte. Et du coup, ça ressort dans l'étude détaillée, effectivement. Oui, pardon. J'avais une question. Question rapide. Une toute petite question. 59% des répondants trouvaient que la réglementation était un frein. Quelle réglementation? Parce qu'à part le RGPD, c'est quoi? Enfin, c'est une vraie question. Hein. Oui, il y a le RGPD. Mais la question a été posée en fait, on a posé la question est-ce que la notion de souveraineté et tout ce qui est associé à ça est clair pour vous? Oui, c'est clair. En fait, ils se font une idée claire de ce sujet-là. Par contre, ils disent que leur perception des réglementations, donc le RGPD, c'est la plus prégnante et probablement la seule, hein, mais ils entendent parler de Secnum Cloud, ils entendent parler de nouvelles réglementations qui ne sont pas forcément applicables à eux, mais aux fournisseurs. Et du coup, ça les freine dans je dirais, dans leur move to cloud, effectivement. Avant de passer aux tables rondes, Patrick, oui, peut-être quelques questions qui ont été posées par les internautes. On s'excuse, on a eu un petit problème technique, mais elles sont là. Voilà, alors il y avait en fait 2 questions pour Benoît Curé. Donc, je commence par celle-là. Quand vous dites qu'il n'est pas illégitime d'agir plus vite au niveau national, à quels aspects en particulier faites-vous allusion? Voilà la première question. Et la deuxième, comment piloter concrètement la convergence entre les urgences en matière de Data Act et les calendriers réglementaires européens qui nous obligent à imaginer une convergence future agile? Je ne suis pas 100% sûr de comprendre la deuxième question. Moi non plus. J'ai réfléchi en toile de fond, mais... je crois que pour ce que j'en comprends, je crois que j'y ai répondu tout à l'heure, c'est-à-dire que je pense que le point d'atterrissage doit être européen parce que c'est ça qui nous donne une force collective et qui permet d'optimiser le marché qui est le marché européen. Et on peut imaginer des cadres nationaux qui ensuite atterrissent sur le cadre européen, donc pour gérer cette transition. Sur la première question, je ne vais pas y répondre, moi, parce qu'on n'a pas publié notre avis, donc je ne vais pas m'engager là-dessus. Ce qu'on entend, je peux vous dire ce qu'on entend, hein, parce qu'on a consulté beaucoup de monde, c'est notamment sur la question des egress fees, où il y a une interdiction qui est prévue dans le projet de Data Act tel qu'il existe aujourd'hui, mais qui peut évoluer, parce que ce n'est qu'un projet, il n'a pas été adopté politiquement. Une interdiction qui est très graduelle, avec un phasing out sur plusieurs années. Et c'est là qu'il y a un sentiment d'urgence qui a été noté par beaucoup des acteurs qu'on a consultés. Voilà. Merci beaucoup. Et puis une question pour Vincent Coudrin. Un peu de clarification en matière de doctrine, ça fait beaucoup de bien. Donc l'internaute était tout à fait satisfait. Mais du coup, sa question, c'était comment définir la stratégie sur le long terme de convergence entre les dynamiques de marché et des stratégies juridiques normatives sur le long terme pour les souverainetés. C'est une question. Merci. Si quelqu'un d'autre veut répondre, à long terme, on sera tous morts, c'est à peu près ma réponse. Non,
il y a vraiment... c'est très intéressant de se fixer sur le long terme, parce que Gaia-X est un projet à long terme, de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'y compris une partie des problèmes qu'ils prétendent résoudre, celui de pouvoir passer d'un cloud à un autre, est quelque chose qui reste relativement hypothétique aujourd'hui. C'est compliqué. En général, quand vous avez réussi à déployer un truc compliqué dans le cloud, vous n'avez pas envie de le faire une deuxième fois d'expérience. Sauf que demain, quand on va entraîner des algorithmes et que le coût d'entraînement d'un algo, ça sera en dizaines de millions d'euros, là, ça sera pertinent de le faire, y compris de bouger les données. Ce qui est un truc qui, aujourd'hui, n'est pas... vous dites ça à votre responsable réseau, que vous allez déplacer 1 Tera en pleine journée, il va vous regarder comme un fou. Demain, ça sera le cas. Et donc, dans le long terme, il faut imaginer... là, on parle de cloud, mais la vraie bataille, c'est l'IA. On le sait bien. Et la question, finalement, de déplacer du calcul, de déplacer de la data, d'être capable d'avoir des fonctionnements qui soient complètement hybrides. Ça fait 10 ans que je me moque des gens qui parlent d'hybride, hein, donc c'est plutôt historique. Demain, ça sera le cas. Demain, ça marchera. Et donc, c'est ce truc-là qu'il faut regarder. C'est cette sortie de virage. Tout comme aujourd'hui, quand on parle de cloud, il faut parler de containerisation. Demain, il faut regarder les enjeux d'IA. Voilà, j'ai trouvé une réponse à peu près intelligente à cette question. Je m'en félicite. Voilà, donc c'était effectivement la dernière question posée par nos connectés.